toutes et à tous, bienvenue ici à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, édition 2024 et en direct sur Corrèze Télévision pour une nouvelle rencontre littéraire avec celui qui est peut-être l'un des écrivains préférés des Français, peut-être c'est même certain, quelqu'un qui représente les littératures de l'imaginaire ici dans l'Hexagone et qui est un large représentant à l'international de la langue française et de la culture française, tout ça grâce à des œuvres aussi, j'allais dire, iconiques que celles qui ont mis en scène des Fournimi, des Thanatonautes, des chats ou bien encore des anges. Vous l'avez bien sûr reconnu. Il est présent aujourd'hui à Brive à l'occasion de la parution de son nouveau roman, La Valse des âmes, aux éditions Albin Michel, Bernard Werber. Waouh! Ça c'est un accueil, ça fait plaisir, vous êtes très nombreux. Ah bah voilà, une rencontre qui commence bien, n'est-ce pas Bernard? J'ai bien fait de venir. Hein. Oui, en effet. Même si vous êtes... J'aurais rêvé qu'on laisse rentrer tous les gens, mais ça n'a pas l'air possible. Et donc j'ai déjà ce public de grande qualité qui est face à moi et je n'étais pas sûr que ce soit rempli, ça fait plaisir à voir. Bon, en tout cas, vous êtes un habitué de Brive. Vous en êtes à combien d'éditions est-ce que vous comptez maintenant? Brive, je crois que j'ai dû en rater 3 sur 34 ans. Donc j'ai au moins ma 30e visite à Brive. Donc maintenant, c'est le moment qu'on puisse dire vous êtes un habitué, vous êtes attendu, comme on ne peut pas forcément le voir en ce moment sur Corrèze Télévision, mais il y a plein de monde dehors, on salue et on regrette évidemment qu'ils ne puissent pas être présents parmi nous. Mais voilà, donc je ne peux que recommander cette Valse des âmes, voilà, votre nouveau roman qui nous plonge dans un imaginaire et qui va nous faire peut-être nous plonger dans nos vies passées, peut-être, une thématique que vous avez déjà abordée dans le passé et nous mettre face à une certaine forme d'apocalypse. Je n'en dis pas plus puisqu'on va évidemment développer avec vous. Bernard Werber, de manière très générale, quand est-ce que ce goût de l'imaginaire, de quelles que soient ses formes, de la littérature, qu'elle soit d'anticipation, qu'elle soit ésotérique, qu'elle soit fantastique, etc., quand est-ce que cette culture, elle vous est parvenue, vous l'avez aimée? Je crois que comme beaucoup de jeunes, j'ai fait le parcours avec Edgar Poe et puis Jules Verne. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des auteurs qui nous sortaient de notre quotidien. Alors, vu qu'à l'école, j'étais pas un très bon élève, je dirais même que j'étais plutôt un mauvais élève, et qu'en plus j'étais timide, les livres et l'écriture m'ont sauvé. Et dans tout ce qui était livre, ce que je recherchais, c'est quelque chose qui me sorte le plus possible de mon monde quotidien. Déjà à l'époque, je me suis dit, si je lis un livre pour avoir des personnages qui vivent comme moi et qui sont dans le monde normal, je ne vois pas tellement l'intérêt. Ce que j'attends d'un livre, c'est l'évasion, le voyage, la découverte de mondes que je ne connais pas, et puis se poser des nouvelles questions que je ne me posais pas avant. Et j'ai trouvé ça plutôt dans la littérature fantastique et dans la science-fiction. Après, il y a eu un parcours un peu logique où je me suis retrouvé 3 papas. Le premier, c'est Isaac Asimov, qui est avec le cycle Fondation. Le deuxième, c'est Frank Herbert avec le cycle de Dune. Et le troisième, c'est Philippe K. Dick, qui, à mon avis, est l'auteur le plus fou. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui hochent la tête. Donc je pense que dans ce public, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces références. Et ces 3 auteurs m'ont fait comprendre qu'avec la science-fiction, on pose des nouvelles questions philosophiques. C'est-à-dire la science-fiction, c'est pas les extraterrestres et la télépathie. C'est de nouvelles manières de percevoir la réalité. Et notamment Philippe K. Dick m'a fait poser cette question: de quoi suis-je certain? De quoi qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel? Et à partir de là, tout d'un coup, dès qu'on pose des nouvelles questions, on trouve des tas de réponses. Et c'est là où je me suis mis à écrire. Alors Bernard Werber, est-ce que c'est votre goût pour cette littérature qui a développé votre goût pour les sciences ou l'inverse? Je crois qu'au début, il y avait le goût pour les sciences, parce que j'étais dans un club d'astronomie, j'ai été, comme beaucoup d'entre vous probablement, avec le petit chimiste. Vous savez, on se retrouve avec les copains, vous savez, à opérer des grenouilles, à opérer des grenouilles mortes. Hein. Mais vous savez, il y avait le truc, il y avait le petit biologiste, puis le petit chimiste, puis après il y a le petit électricien, puis tous ces trucs, j'adorais, c'était les cadeaux de Noël, mes parents savaient que j'aimais ça. Et après, je me suis mis à fabriquer mon télescope, et tout ce qui était en dehors du monde normal m'intéressait. Et maintenant, je continue d'écrire tout ce qui est en dehors du monde normal. Mais l'avantage de ce qui est en dehors du monde normal, c'est que c'est sans fin.
Alors que le monde normal, au bout d'un moment, c'est les actualités, c'est ce que vous disent les gens, et c'est le monde qui est autour de vous, mais c'est un monde limité. Et dès qu'on développe la spiritualité, la science-fiction, tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a plusieurs dimensions de compréhension de l'univers, et qu'en plus on est sur une toute petite planète, on est dans un seul corps, et ce corps est coincé dans le temps, mais ce n'est pas une prison. L'esprit peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'ai découvert avec ces auteurs qui m'ont nourri. C'est avec mon esprit, je peux sortir de la prison de mon corps pour voyager sur d'autres planètes, pour aller voir d'autres dimensions, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Alors, on vous a découvert en tant qu'auteur avec l'infiniment petit, avec évidemment l'apparition des fourmis, votre premier roman qui a eu le succès et la postérité qu'on connaît. Bon, certains dans la salle connaissent l'histoire, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander cette question. Comment la publication de ce premier roman s'est-elle déroulée ? Comment est-ce que vous en êtes venu à publier ce premier roman ? Après, on ira évidemment sur la suite de votre carrière, mais l'histoire est tellement incroyable que je ne peux pas m'empêcher de vous le demander. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à l'écrire sous forme de bande dessinée pour un journal de lycée que j'avais créé qui s'appelait Euphorie. Et le texte était très mauvais. En général, pour tous mes romans, je commence par faire un texte mauvais qui ne tient pas debout avec des personnages inintéressants. Et au fur et à mesure, je le réécris entièrement jusqu'à ce que ça commence à devenir sympa. Alors, sur Les Fourmis, j'ai dû l'écrire 24 fois et sur 12 ans, avec une discipline qui est tous les jours de 8h à midi et demi. C'était dans une interview, j'avais vu Frédéric Dard, qui était mon idole aussi, d'auteur français. Il disait, pour devenir écrivain, il faut écrire tous les jours de 8h à midi et demi. D'ailleurs, s'il y a dans la salle qui veulent être écrivain, je vous donne le truc. Écrivez n'importe quoi de 8h à midi et demi tous les jours. Au bout d'un moment, ça va devenir intéressant. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 1000 heures. Si vous faites n'importe quoi 1000 heures, vous allez devenir bon dans ce n'importe quoi juste par la régularité. Et je crois qu'en fait, je n'étais pas un très bon écrivain, mais par contre, j'ai inventé cette régularité qui a fait que j'ai testé plein de choses. À partir donc j'ai mis 12 ans à écrire Les Fourmis, mais à partir de la 6e année, j'ai commencé à envoyer à des éditeurs qui m'ont dit ça ne nous intéresse pas et vous pouvez vous le garder, votre manuscrit. J'ai plein de lettres de refus. Et tout d'un coup, il s'est passé un miracle. C'est Albin Michel, qui est toujours mon éditeur actuel, qui m'a dit bon, on va tenter l'expérience. Et depuis, je vis sur un petit nuage parce que je vis de ma passion et de ce qui m'amuse le plus, raconter des histoires pour faire rêver les gens. Et encore une fois, les lecteurs vous ont suivi, j'allais presque dire, de génération en génération, un mot qui peut être aussi une clé pour certains de vos romans, notamment évidemment le dernier. Bernard, est-ce que vous avez l'impression que la critique littéraire en général, depuis la parution des Fourmis, vous snob parfois un petit peu quand même, hein ? Alors, le mot snob, c'est pas ça, c'est que je crois que, comme vous dites, la critique en général, mais tu en fais partie, Baptiste, je te tutoie parce que je te connais précisément comme critique depuis longtemps. Je crois que c'est tout simplement, mon plus grand problème, c'est le manque de curiosité. Que ce soit envers les critiques ou que ce soit envers des lecteurs. Il y a plein de gens qui se disent, je vois pas quel intérêt il y a de lire un roman qui parle de fourmis. Je vois pas quel intérêt il y a de lire un roman même qui parle de chats, ou de réincarnation, ou des anges, ou avec un titre incompréhensible comme Les Thanatonautes. Donc, dès le moment où il n'y a pas de curiosité, des moments où je crois qu'un critique cherche juste à trouver un roman d'amour qui se passe à Paris avec un couple dysfonctionnel qui finit par s'aimer, donc la structure classique du roman, des moments qui recherchent que quelque chose, le monde connu, je n'existe pas. Vous savez, quand j'étais au Nouvel Observateur, à un moment, je voulais faire la nécrologie de Pierre Boulle. Et je vais voir le responsable du service littéraire et je lui dis, je voudrais faire la nécrologie de Pierre Boulle. Il me dit, c'est qui Pierre Boulle ? Responsable. Alors je lui dis, il a écrit un livre qui s'appelle La planète des singes et il a écrit un autre livre qui s'appelle Le pont de la rivière Kwai. Et ils me disent, ah bon, on était persuadés que c'était des films américains. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu la curiosité à un moment de leur vie de s'intéresser à Pierre Boulle. Il n'y a eu aucune nécrologie, ça a été signalé nulle part. Il faut voir que La planète des singes est le roman français qui a été le plus diffusé de cette époque-là et qui va probablement survivre, vu le nombre de films qui sont développés à partir de La planète des singes, qui va survivre encore dans 100 ans, dans 200 ans. Mais le système parisien ne regarde pas ça parce qu'on considère que la science-fiction, c'est un truc américain.
Et ce qui est une grosse erreur historique, parce que Bernard, j'allais dire, vous symbolisez à vous seul une littérature populaire, disons du domaine de l'imaginaire, encore une fois, et largement traduite dans le monde entier. Comme vous l'avez remarqué, souvent dans notre inconscient collectif, je mets des guillemets à cette expression, on se dit que oui, le fantastique, la science-fiction, c'est une affaire anglo-saxonne. Or, vous le savez bien, si on remonte dans l'histoire, il y a de nombreux grands auteurs français qui ont dominé dans ce domaine, et on peut presque dire que la France est le berceau des littératures de l'imaginaire. Ben oui, même un qui est oublié, c'est Cyrano de Bergerac. Oui, absolument. Qui a fait qui n'est pas seulement un personnage de théâtre, évidemment. Et après, il y a Barjavel, qui est un peu plus connu, mais c'est vrai que des figures d'auteurs de science-fiction, il y en a très très peu par rapport à la littérature sentimentale ou psychologique. Et c'est peut-être ma chance, c'est que parce qu'il y en a peu, je suis visible. Et en plus, je ne me considère pas comme auteur de science-fiction, je me considère comme auteur de... Alors, j'ai inventé un mot, c'est philosophie-fiction, ça veut dire, je crois que nous ne serons pas sauvés par les technologies, nous serons sauvés par le changement de mentalité. Et changement de mentalité, ça veut dire tout simplement, vous pouvez, à votre niveau, juste voir les choses différemment et vous allez découvrir d'autres portes. Un truc tout simple, c'est les fourmis. Le rapport qu'on a aux fourmis, c'est juste quand on est enfant, tiens, on peut détruire la fourmilière. Et le premier plaisir consiste à détruire une ville. Donc c'est un rapport qui est biaisé. Et moi, ce que je dis dans les fourmis, c'est, ok, vous pouvez détruire cette ville, mais ça ne veut pas dire que cette ville est inintéressante. Ça veut dire que vous êtes plus fort que cette ville. Et maintenant, cette ville, c'est peut-être une civilisation entière. Et regardons, si c'est une civilisation, comment elle vit. Et là, je n'ai fait que raconter la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'invention dans les fourmis. J'ai juste expliqué comment elles font de l'agriculture, comment elles font la guerre, comment elles pratiquent de l'élevage, et comment elles font ça depuis 120 millions d'années, alors que nous sommes sur Terre depuis 3 millions d'années. C'est juste un changement de caméra. Et tout ce que je propose, y compris dans mon dernier La valse des âmes, c'est imaginons que vous voyez votre vie tout le temps comme ça, imaginons que vous la regardiez de là. Comment vous vous voyez de haut? Comment vous vous voyez avec la perspective du temps? Quel est le sens de votre vie? Et ces questions-là, c'est de la philosophie, ce n'est pas de la technologie. Et je crois que la technologie, en fait, il n'y a aucun outil qui est ni bon ni mauvais, même le nucléaire, même le feu, même le marteau, même l'informatique, l'intelligence artificielle. C'est juste ce que nous allons en faire avec notre mentalité. Mais n'importe quelle chose, y compris ce verre, on peut tuer avec un verre, on peut boire avec un verre. On peut faire cuire la viande avec du feu et on peut incendier une maison avec du feu. C'est juste un changement de mentalité. Et ce que je propose à mes lecteurs, c'est je vais vous proposer d'autres utilisations des outils et vous allez voir, est-ce que ça ne peut pas vous permettre de comprendre différemment le monde. Alors justement, c'est certainement ça aussi qui fait votre succès, Bernard, c'est qu'on a bien sûr le plaisir du roman feuilleton avec vous, avec de nombreuses pérégrinations de vos personnages, votre imagination débordante, mais aussi on se pose de nombreuses questions d'ordre philosophique et on apprend plein de choses et on s'interroge sur certains mots. Tiens, par exemple, je vais prendre le titre de votre dernier roman, La valse des âmes. Qu'est-ce que c'est qu'une âme, par exemple, Bernard ? En fait, ça part de l'hypothèse qui est la plus répandue, c'est que vous avez un corps et qu'au moment où vous allez mourir, il y a quelque chose qui va survivre et cette chose qui va sortir de votre corps, c'est votre âme. Anima. Le mot animal, ça veut dire qu'il y a une âme. C'est le mot latin. Mais en imaginant qu'il n'y ait pas d'âme, ça veut dire que votre corps et votre esprit, c'est une unité et que dès que vous allez mourir, eh ben, il n'y aura rien. Donc depuis la nuit des temps, l'homme s'est dit « Attends, quand même, ça serait plus sympa qu'au moment où je meurs, il y ait un petit quelque chose qui survive et qui s'en aille. » Donc en fait, même par exemple, quand je fais mon spectacle, je demande qui c'est qui croit à la réincarnation, il y a quand même 80% de la salle qui lève la main. D'ailleurs, je pose la question, qui c'est qui croit à la réincarnation? Qui c'est qui pense qu'il n'y a pas de réincarnation? Qui c'est qui attend la fin de cette conférence pour se faire une idée? Bon, donnons le résultat pour ceux qui ne verraient pas. On est à peu près à 75-25, quelque chose voilà. Comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est très agréable de se dire... Vous savez, bon, déjà je vous donne une info que vous devez connaître, mais en fait on va tous mourir, tous ceux qui sont là. Mais au moment de mourir, on va se dire, bon sang, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 secondes qui suivent? D'accord? Et à ce moment-là, si vous vous dites, ok, je crois que je vais m'incarner,
ça va vous détendre un peu plus. Si vous dites, ok, je vais juste être un morceau de viande qu'on va mettre dans une boîte, on va enfermer dedans, et là, à partir de là, il n'y a plus rien. C'est un peu déprimant. Moi, ce que je souhaite le plus aux gens autour de moi, surtout à mes lecteurs, c'est de mourir en souriant, en se disant, ok, ça va, ça s'arrête là, c'est pas grave ce qui va se passer après. Maintenant, tant qu'on ne sera pas mort, tout ce que je raconte sur la réincarnation, sur les âmes, c'est des hypothèses. Et il y a qu'au moment où vous mourrez, vous direz « Ah ouais, c'est comme dans le bouquin de Werber ». Ou alors vous direz « Ah ben non, il n'y a rien, c'est pas comme dans le bouquin de Werber ». Mais il n'y a qu'au moment où vous mourrez, tous les gens qui croient, qui disent « On est sûr qu'il y a quelque chose », en fait, ils n'en savent rien. Que ce soit ceux qui disent « On est sûr qu'il y a le paradis » ou qu'il y a le jugement de Dieu, c'est une intuition très forte. Mais ce n'est pas une certitude. Et ceux qui disent « Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'ange », c'est une intuition très forte aussi. Mais la bonne attitude, c'est agnostique. Je ne sais pas et je verrai bien quand j'y serai. Voilà. Et d'ici là, on peut réfléchir. Et c'est pour ça que dans mes livres, il y a écrit le mot roman. C'est juste pour vous proposer des perspectives. Après, vous en faites ce que vous voulez par rapport à vos convictions et par rapport à vos envies. Mais j'espère que mes livres donneront aux gens un peu de détente par rapport à cette phrase, par rapport à la peur de la mort. Dans État Atonote, la première phrase, c'est « Tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être vraiment décontracté ». Ce qui fait qu'on est un peu tendu, naturellement, c'est qu'on se dit « Bon sang, ça se peut que je traverse la rue, il y a un camion qui arrive et tout s'arrête ». Et ça fait qu'on est tous un peu... on n'est pas complètement cool. Mais dès le moment où on se dit « Ok, ça se peut que je traverse la rue, qu'il y a un camion qui m'écrase, et c'est pas grave », là on est un peu plus détendu. Mais ça, c'est la spiritualité. C'est pas la religion, c'est la spiritualité. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est « Ok, ça se peut que les choses aillent mal, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus important, et c'est peut-être la survie de notre âme, c'est peut-être l'évolution de notre âme, c'est peut-être le fait qu'on a réussi ou pas sa mission d'âme, et que ces notions, je les trouve sympas. Voilà. Après, peut-être que je me trompe sur ce qui va se passer après, au moment de ma mort, et moi-même, je dois avouer, 4 secondes avant de mourir, je vais me dire, bon sang, s'il le faut, il n'y a rien. Vous parlez de ce qui se passe après. Mais là, au cœur d'un livre tel que celui-ci, et je crois aussi dans d'autres œuvres passées, vous vous demandez ce qui se passe avant. En effet. Eh bien, avant, pour nous tous, c'est maintenant. Il y a, vous savez, dans le roman, dans celui-là, au moment où l'âme s'en va, elle arrive à un endroit où elle est jugée. Il y a 3 juges, il y a un avocat, il y a un juge. Je me spoil moi-même un peu le livre, mais c'est pas la clé du... Il y a l'avocat, le procureur et le juge. Et l'avocat, le procureur et le juge, la première question qu'ils posent, c'est une question d'ailleurs qui est enseignée dans la Bible, c'est « Qu'as-tu fait de tes talents ?» Mais qu'as-tu fait de tes talents? C'est la plus jolie question qu'on puisse poser à une âme ou à un être. C'est « Ok, est-ce que tu as compris déjà qu'est-ce qui fait ta différence? Est-ce que tu as compris qu'est-ce qui fait que tu peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire? Est-ce que déjà tu t'es posé ces questions? Ou est-ce que toute ta vie tu as passé ton temps qu'à faire plaisir à tes parents, à tes profs et à ton patron? Dans ce cas, tu n'as pas cherché tes talents. Donc, qu'as-tu fait de tes talents? La deuxième question, c'est qu'as-tu appris? Parce qu'on est là, moi je considère qu'on est là pour apprendre. Même cette interview m'apprend des choses. Et la troisième chose, c'est... Preuve qu'elle est utile. Bah oui. C'est une interview. Et vous êtes là aussi, j'espère que je vous apprends des choses. Et la troisième question, c'est qui as-tu aimé? Parce qu'on peut avoir une vie entière où on n'aime personne. Je connais des gens qui passent une vie entière à ne faire que se plaindre. Je ne vous le conseille pas d'ailleurs comme position parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais il y a un moment, si au-delà de la plainte et au-delà du stress, on se dit, en fait, il y a plein de choses formidables. On peut aimer les gens, c'est pas béni, oui, c'est juste être dans une énergie de lumière, une énergie de don, une énergie de positivité. Et ça fait que, déjà, c'est meilleur pour la santé et on vibre différemment. Mais donc, les 3 questions, c'est qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu appris? Et qui as-tu aimé? Et j'écris la suite, et je me spoil encore moi-même, et il y a 3 autres questions, c'est quels sont tes regrets? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Et qu'as-tu fait pour les autres? Et je crois que avec ces 6 questions, on peut faire un débriefing de sa vie et se dire, ok, j'en suis là de mon évolution d'âme. Après, ça se peut qu'il y ait une autre vie dans laquelle je puisse faire mieux, mais pour l'instant, j'en suis là. Et je vous conseille d'apprendre, d'aimer et d'utiliser vos talents. Ça permet d'être heureux.
Alors, ces questions, elles se posent à travers l'histoire d'une famille, celle de la famille Toledano, mais je crois qu'on les a déjà vues dans certains... Enfin, on a une idée de cette famille, si on vous a déjà eu dans le passé, Bernard. C'est la 3e fois que je les utilise. La première fois, c'est la boîte de Pandore. C'était le père, René Toledano. La 2e fois, c'est dans la prophétie des abeilles. Mais j'ai pas voulu faire... Je dis pas que c'est une trilogie, parce que les 3 livres peuvent se lire différemment. Mais dans les 3, il y a cette idée. On peut visiter nos vies antérieures. Il suffit de le vouloir, il suffit de fermer les yeux et de... Enfin, il y a un petit protocole qui est décrit dans le livre. En gros, il y a un couloir, on ouvre des portes, et ces portes sont numérotées, et on tombe sur ses vies antérieures. Et là, on découvre qui on a été. Vous savez, dans la Bible, il est dit que juste avant de naître, il y a un ange qui arrive et qui vous pose un doigt sur... Ici, là... Pour la caméra, c'est donc ici, là. Et ça s'appelle l'empreinte de l'ange. Et ça dit « Chut, oublie ». Pourquoi « Chut, oublie » Parce que si tu n'oublies pas, tu te trimbales tous les mauvais souvenirs des vies antérieures. Et déjà, vous avez peut-être des mauvais souvenirs d'enfance. Vous n'allez pas en plus recharger votre sac à dos de cailloux avec tous les stress et toutes les contrariétés des vies antérieures. Donc c'est vrai que c'est plus simple de vivre sans se souvenir des vies antérieures. Mais ce que je propose dans mon protocole, qui est surtout pas un protocole thérapeutique, c'est du tourisme spirituel, c'est d'aller voir que les bons moments des vies sympas. Point. Et donc il y a un spectacle que je fais aussi à côté de ça. Oui, puisqu'encore une fois, maintenant on vous retrouve très souvent dans de grandes salles de théâtre où vous produisez, où vous faites une expérience qui est très atypique. J'ai eu la chance d'assister à ça, c'est assez bluffant, je dois dire. Je propose à toute la salle de fermer les yeux, de visualiser un couloir, d'ouvrir une porte, se retrouver dans une vie antérieure sympa. Donc là, le dernier que j'ai fait, c'était l'Olympia. Il y avait 2000 personnes. Olympia quand même, hein. J'avais jamais fait autant de personnes. Mais quand vous avez 2000 personnes qui ont les yeux fermés et que je leur dis maintenant ouvrez la porte et trouvez la vie, et qu'après je leur fais ouvrir les yeux et qu'ils racontent, parce que les gens racontent leur vie, il y a des récits très marrants, mais en tout cas, c'est jamais des trucs traumatisants. C'est juste du tourisme spirituel. Et ce que j'aime bien dans le mot tourisme spirituel, ça n'a pas d'autre prétention que de vous montrer un petit quelque chose qui peut peut-être vous servir dans cette vie-ci. Mais il y a à peu près 30% des gens qui voient rien du tout et ça marche pas du tout. Mais pour les 70% qui voient le truc, c'est vraiment marrant. Il y en a qui reviennent, style, ils racontent l'histoire avec beaucoup de précision. Et je trouve ça... Moi-même, je l'ai fait, j'ai trouvé ça génial. Je pourrais jamais vous prouver que c'est vrai, mais par contre, l'expérience elle-même, quand ça marche, c'est comme si vous tombez dans un film, si ce n'est que ce film rentre en résonance avec votre vie. Alors on découvre cette activité étonnante, cette expérience à travers le parcours d'Eugénie. Est-ce que vous pourriez brièvement nous la présenter et ce qui lui arrive en tout cas au début du livre et dans quelle situation elle est? Alors Eugénie Toledano est la fille de René Toledano. Elle a une particularité, c'est qu'elle est étudiante en histoire à la Sorbonne. Et donc elle est préoccupée, comme je pense toute personne qui s'intéresse à l'histoire. Étudiante en histoire, c'est ô combien symbolique par rapport au sujet du livre. C'est qu'est-ce qui est vrai. C'est-à-dire que je pars du principe que ce qu'on nous sert dans le livre d'histoire, c'est quelque chose qui a été écrit par des historiens. Mais les historiens, pour la plupart, ils étaient payés par les gouvernements. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque des Romains, on ne pouvait pas faire un best-seller en faisant, par exemple, l'histoire du Carthage, Jules César. Donc ils étaient payés par les gens riches et de pouvoir. Et c'est forcément une version de l'histoire, sans parler que pour faire plaisir aux commanditaires, ils racontaient que des choses qui mettaient en valeur la personne. La guerre des Gaules, c'est écrit par un scribe sous les ordres de César, c'est que pour montrer que César est formidable. Mais on n'a pas la version des Gaulois, puisque les Gaulois se sont tous fait descendre et qu'ils n'avaient pas de langage écrit. Et c'est ça que je veux montrer, je veux dire, ok, ce qu'on apprend à l'école, c'est une version de l'histoire qui est peut-être juste, mais en tout cas, il n'y a pas que celle-là. Et quand on fait une régression à la vie antérieure, eh bien, on peut découvrir une autre version, la vie du peuple, non plus. Parce que la plupart des livres d'histoire, c'est la vie des gouvernants, c'est des riches et des puissants. Mais la vie des paysans, la vie des gens normaux, qui est souvent inintéressante, personne ne la raconte. Et la seule manière de le connaître, c'est faire des régressions dans les vies antérieures. Et donc, mon héroïne, sa mère lui dit qu'elle doit empêcher une catastrophe et que pour empêcher cette catastrophe, elle doit aller chercher dans ses vies précédentes. Parce que le mot apocalypse arrive très tôt dans le livre. L'apocalypse. Et
elle va se retrouver dans sa première vie, qui est il y a 120 000 ans avant Jésus-Christ, à la préhistoire. Et là, elle va voir qu'il y a quelque chose qui nous a mal été présenté. C'est la rencontre entre le Néandertal et l'Homo sapiens. Nous sommes des Homo sapiens, mais depuis quelques années, je crois que c'est 2 ans, on sait que dans l'ADN de nous tous, de vous tous, il y a une part de Néandertal. C'est-à-dire qu'à un moment, l'Homo sapiens et les Néandertals ont fait l'amour, et nous sommes issus, nous sommes tous des hybrides entre les Homo sapiens et les Néandertals. Longtemps, on a cru que les Néandertals étaient des sortes d'humains dégénérés, des sortes de singes, en fait. Et en fait, nous avons du Néandertal en nous. Et ce qu'elle va découvrir, mon héroïne Gilles Toledano, c'est que c'est là qu'a démarré le premier crime caché. C'est que les sapiens ont massacré les Néandertals et que du coup, il n'y a plus de Néandertal. Nous sommes uniquement des Homo sapiens. Mais il reste cette trace de Néandertal qui porte en elle ce crime. Et il y a eu d'autres moments historiques qui ont été des clés. Mais la mission de vie de mon héroïne, c'est transmettre à travers le livre, défendre le livre, construire des bibliothèques et créer des zones de diffusion de connaissances qui permettent à la barbarie et aux forces de l'obscurantisme de ne pas tout envahir. Alors, on ne va pas dire dans quels endroits on va aller, dans quelle période, mais l'un des plaisirs du livre, justement, est de voyager à différents moments de l'histoire et sur différents lieux du globe, Bernard. Quelque part, merci d'en parler, c'est la machine à remonter le temps. Si ce n'est que là, il n'y a pas besoin, comme dans H.G. Wells, de rentrer dans un appareil, de lancer des trucs. Il suffit de fermer les yeux. Et ce qui est amusant, qui peut être amusant pour le lecteur, c'est qu'après avoir lu le livre, et je vois que quand je fais le spectacle, certains me le racontent, ou même ici, après avoir lu le livre, il y a un protocole qui est décrit, on peut fermer les yeux, et on peut visualiser le couloir avec les portes numérotées, et aller visiter une vie, et en revenir. Mais je crois que le projet, parce qu'on ne pourra jamais prouver que la visite de la vie est réelle, mais ça ouvre une perspective de se dire, ok, j'ai peut-être eu des vies antérieures. Ma vie n'est pas un film avec un début, un milieu, une fin. Ma vie est un feuilleton d'une série, et il y a plusieurs saisons, voire beaucoup d'épisodes, ce qui veut dire que dans cette vie, si ça ne va pas, c'est pas grave, je reviendrai et je ferai mieux. Vous avez cité le nom de H.G. Wells, évidemment, mais il y a un autre Wells qui vous est cher et qu'on retrouve au cœur du roman, c'est Edmond Wells, l'auteur de cette célèbre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Pourquoi, très souvent, ça vous l'a fait à plusieurs reprises, entrecouper certains moments de vos chapitres de ces petites leçons encyclopédiques, on va dire? Alors, j'ai commencé à mettre l'encyclopédie dans Les Fourmis, et je me suis dit, imaginons que les gens trouvent le texte inintéressant, on va leur filer des petits apéros sympas. Comme vous n'aimez pas un plat, on vous file des petits zakouski, on vous file des mezzés, et comme ça vous dites, bon, au final, il y a un petit truc quand même sympa. Au début, c'était juste une manière de donner des petits trucs à côté. Et puis, c'est mon éditeur qui m'a dit, tu sais, tes bouts d'encyclopédie, dans ces petits textes dans lesquels on apprend des choses étonnantes, y compris des recettes de cuisine. Et ces petits textes appelaient beaucoup, on devrait le sortir en livre. Et on l'a sorti en livre et ça a eu beaucoup de succès. Peut-être même plus de succès que certains de mes romans. Et donc ça rend humble, parce que c'est ma doc. Et c'est une doc que j'ai accumulée quand j'étais journaliste scientifique. Donc des choses étonnantes qu'on trouve nulle part. Mais maintenant, je vois que sur Internet, j'ai fait des émules et qu'il y a des sites de cabinets de curiosité dans lesquels les gens s'amusent à faire leur propre encyclopédie. Mais j'aime bien cette idée. Vous-même, vous pouvez faire votre propre encyclopédie. Tous les trucs marrants que vous trouvez et qui donnent à réfléchir. Bernard Werber, comment dire, un des plaisirs du livre, donc je disais, c'est ce côté très, très feuilletonesque, on ne va pas révéler tout ce qui se passe dans le livre, mais malgré tout, au fil des pages, surtout quand on avance, oui, on se pose des questions philosophiques, on apprend plein de choses sur notre histoire, mais en même temps, ce livre, on le lit à l'aune de certains événements d'aujourd'hui, et forcément, certains faits de l'histoire que vous évoquez, que ce soit l'histoire réelle ou l'histoire de vos personnages, vient évidemment en écho à une situation sociétale ou géopolitique quand même. On est obligé d'y penser. Je crois qu'à toutes les époques, il y a eu la lutte des forces de la lumière contre les forces de l'ombre. Toujours, toujours, toujours. Et une fois que vous prenez conscience qu'il y a des gens qui veulent défendre une forme d'obscurantisme, vous regardez les actualités et vous dites mais c'est marrant, ça s'est déjà passé, c'est comme si l'histoire bégayait, et c'est juste à chaque fois les gens font les étonner quand attends, ah bon, il y a des gens qui
qui veulent imposer une sorte de totalitarisme et empêcher la liberté. Et on ne les voit pas parce qu'ils arrivent chaque fois avec des masques et en disant attendez, non, on défend autre chose. Non, c'est l'obscurantisme, c'est-à-dire le principe même de vouloir imposer un système aux gens malgré eux, cette chose-là apparaît chaque fois et est présentée de manière très très sympathique. Et il y a des gens, voire des idéalistes, qui se disent c'est peut-être quand même pas mal ce système totalitaire. Quand même, bon, je prends au hasard un cas parce j'ai une héroïne qui est du parti néo-stalinien. Il y a des gens qui reproduisent ce schéma qui a abouti au malheur des gens en se disant c'est ça la formule idéale. Et bon, il y a trois totalitarismes dans le roman qui s'unissent pour arriver à éteindre la lumière. Il faut juste être conscient de ça, c'est-à-dire avoir les détecteurs de ça ressemble quand même à des choses affreuses qui sont passées dans le passé, et après se dire ok, maintenant comment renforcer la lumière. Et pour renforcer la lumière, je crois qu'il faut être solide. Il y a un moment, c'est pas de la gentillesse, c'est du combat. C'est-à-dire à chaque époque, il y a un choc entre les forces de l'obscurantisme et les forces de la lumière. Et pour l'instant, les forces de la lumière sont divisées, alors que les forces de l'obscurantisme sont de plus en plus concertées. Et les forces de l'obscurantisme, elles n'ont pas toujours le même visage. Il y avait cette phrase de Bertolt Brecht, le ventre de la bête est encore fécond, qui va encore reproduire les mêmes monstres. Et c'est les mêmes monstres qui reviennent, mais avec des visages, des masques différents, parfois se faisant passer pour le contraire des monstres précédents, mais ils ont les mêmes pratiques et ils défendent les mêmes valeurs. Il suffit juste d'être un peu conscient de ça. Maintenant, moi, je ne fais pas de politique. Tout ce que je dis, c'est soyez conscients quand vous regardez les actualités et quand vous écoutez, et que vous écoutez la radio, soyez conscients que ce qu'on vous raconte, c'est quand même une lutte entre les forces liberticides et les forces de la liberté, et que les deux systèmes sont en guerre depuis très longtemps, mais sous des masques différents. Voilà quelques-unes des leçons qu'on retrouve dans cet ouvrage, dans cette valse des âmes. Alors le temps avance, il est temps de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez à notre invité, à Bernard Werber. Alors, qui se lance ? Un micro est dans la salle, donc hop. Alors, au deuxième rang, voilà. Merci monsieur d'avoir levé la main. On gagne du temps. Monsieur, nous vous écoutons. Oui. Combien de temps pour écrire un ouvrage ? Alors c'est très précis parce que je me suis calé là-dessus, c'est 9 mois. Ma technique est une technique que n'utilisent pas les autres auteurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je commence par faire un livre qui ne fonctionne pas et qui est mal écrit et qui est raté. Et c'est de ce premier projet raté que je vais réfléchir et je vais, sans relire ce projet raté, faire une deuxième version. Là, pour écrire La valse des âmes, j'ai écrit 12 livres, c'est-à-dire 12 livres de 400 pages, qui sont tous légèrement différents et dans lesquels j'ai compris un peu mieux ce que je veux faire. Et au moment où je remets le livre à mon éditeur, je considère qu'il n'est pas encore au point, mais si je veux vraiment la perfection, là, ça me prend 10 ans. Donc, ce que je donne, c'est au point à 80%, mais avec les 80%, je considère que c'est bon. Mais je teste des formules où, par exemple, là j'ai une version dans laquelle le héros est un homme, donc là c'est une héroïne, c'est une femme. Il y a une version où ça se passe aux États-Unis, là ça se passe en France. Il y a des versions dans lesquelles j'ai testé des tas de systèmes différents. Donc il y a 12 romans pour en faire un. Et à l'origine, sur les fourmis, il y avait 24 romans, donc j'ai un peu réduit ça. C'est juste l'usage. Mais des fois, quand je fais les masterclass, je leur dis faites ça, faites un mauvais roman mal écrit, et à partir de là, arrangez-le. Enfin, réécrivez-le mieux. Et les gens me disent mais c'est épuisant. Une chose qui arrête aussi, c'est que souvent, quand on se donne du mal pour terminer une version de 400 pages d'un roman, eh bien, on tombe amoureux de son propre texte et on ne veut plus y toucher. On se dit, ah non, mais il y a plein de trucs qui marchent et tout. Il faut accepter que dès le moment où vous allez recommencer à zéro, eh ben, vous allez peut-être oublier des trucs super qu'il y avait dans la première version. Mais c'est le prix à payer pour être efficace dans la dernière. Donc 9 mois, pour répondre à votre question. Un des secrets d'écriture de Bernard Werber, car par ailleurs, on vous connaît aussi comme animateur d'ateliers d'écriture à succès. Avant de vous laisser la parole, juste, allez, on est entre nous, Bernard,
le secret absolu, le truc absolu d'écriture au départ pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Quel est-il ? Allez, un petit secret gratuitement, Non, rien que pour nous. C'est même pas un secret, c'est se lancer. C'est-à-dire ta question, il y a déjà la réponse. Si vous ne commencez pas, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Oublier son... Je ne sais pas s'il y a des profs de français dans la salle, mais oublier son prof de français et se dire, je raconte une histoire. Je ne fais pas une rédaction jolie, puis tant pis, je n'aurais pas un prix littéraire, mais je racontais une histoire. Et je crois que l'un des secrets, c'est de retrouver le même plaisir qu'on a à raconter une blague. C'est-à-dire un bon roman, c'est une blague. Et la blague est notre haïku français. C'est-à-dire quand vous racontez une blague en fin de soirée, vous allez vous retrouver en tant que conteur à tenir les gens en haleine, à les amener à un moment de silence où ils se demandent où ça va aller. Et puis après, vous devez faire une chute surprenante. L'autre exemple, c'est la magie. C'est-à-dire vous devez sortir le chapeau. Et en général, moi, vu que j'ai envie de faire un truc extraordinaire au final, je commence par la fin. Autre technique, c'est-à-dire je commence par le lapin caché dans le chapeau et après j'invente tout le tour qui va faire qu'on ne va pas voir venir le lapin du chapeau. Mais chaque fois que je lis un roman, je me dis quel va être le lapin dans le chapeau. Donc, secret, raconter des blagues. En plus, l'avantage, c'est quand vous racontez des blagues, vous voyez en direct, est-ce que ça amuse ou ça n'amuse pas ? Est-ce que ça intéresse ou ça n'intéresse pas ? Deuxième élément, étudier les tours de magie. Un bon roman doit se ramener à un tour de magie réussi. Fréquenter des humoristes, fréquenter des magiciens et ne pas fréquenter d'écrivains parce que les écrivains vont vous influencer par leur style et il faut que vous trouviez votre style. Et enfin, le dernier conseil, être écrivain, c'est arriver au mot fin. Donc, si vous commencez, ne vous arrêtez pas en chemin. Et si vous n'arrivez pas à continuer, eh bien vous décidez que votre style, c'est d'arrêter le livre au milieu et vous mettez le mot fin. Mais il faut aller au mot fin. Il y a une grande erreur quand je fais les masterclass, je leur dis qui c'est qu'il y a un manuscrit non terminé. Et en général, c'est la majorité. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme un cheval qui galope et qui arrive dans une zone où ils n'arrivent plus à avancer. Et ça, en fait, il faut à tout prix aller au mot fin, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez faire même cette chose affreuse qui est « mais finalement ce n'était qu'un rêve ». Allez, je bois un coup. Mais il faut arriver au mot fin. L'écrivain est celui qui a un manuscrit qui arrive au mot fin. Après, être publié, c'est de plus en plus facile parce qu'il y a les plateformes. Donc tout le monde peut être diffusé maintenant. Ça n'existait pas de mon époque. Une fois que vous avez terminé votre manuscrit, vous pouvez le présenter aux gens. Après, c'est la qualité de votre histoire, c'est tout. D'autres interventions dans le public ? Oui. Alors, le micro arrive vers vous. Bien prêt, bien prêt. Je voulais savoir quelles sont vos principales sources d'inspiration pour vos livres ? Quelles sont mes principales sources d'inspiration pour les livres ? Venir à Brive. C'est pas mal, ça, déjà. Non, ça c'est une source d'inspiration. C'est toutes les expériences de la vie. En fait, je crois qu'un écrivain ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire. Donc, voyager, faire des expériences, s'intéresser aux gens. Par moments, les gens sont surpris parce que je les écoute en m'intéressant à leur vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je me demande en même temps, est-ce que ça pourrait me faire un personnage ? Mais je crois que tous les écrivains, je ne suis pas le seul, on est un peu des vampires. Mais du coup, on s'intéresse réellement aux gens. C'est-à-dire, vous savez, souvent dans les dialogues, il y a une personne qui parle, puis une fois qu'elle a fini, l'autre parle, et personne ne s'écoute. Moi, j'écoute vraiment. Je me dis, j'essaie de comprendre comment fonctionne la personne, quels sont les points forts et les points faibles. En fait, je me pose des questions en tant que personnage. Donc, la première qualité consiste à s'intéresser aux autres. Ensuite, la deuxième, c'est s'intéresser au monde. Je voyage beaucoup. Et chaque fois qu'on me propose une expérience un peu qui sort de l'ordinaire, je dis OK. La dernière qui était marrante, c'était de sauter en parachute au-dessus de la pyramide de Khéops. C'est le truc que j'ai vraiment pas envie de faire. Et je me suis dit, en tant que romancier, ça va me servir. Je fais des conférences dans les prisons. Je vais partir en Antarctique, je fais plein de choses qui sont juste pour que mon cerveau s'aperçoive est-ce que je sais le faire et qu'est-ce que je vais sentir comme émotion.
par moment, il m'arrive de faire des conneries juste pour avoir une source d'inspiration. Donc, voyagez, intéressez-vous aux autres, faites des conneries, mais au moins, vous allez apprendre et vous allez revivre. Le contraire de ça, ça consiste à ne pas voyager, ne pas s'intéresser aux autres et ne pas faire de conneries. Et là, vous fréquenter des écrivains, c'est ça? Quoi? Et fréquenter des écrivains, c'est ça? Ah non, il y a des écrivains, il y a les deux camps dans les écrivains. Mais l'un des dangers de ce métier, c'est les gens qui parlent que de leur vie. Parce qu'une fois que vous avez parlé de votre vie, comment vous faites pour écrire le livre suivant? Une fois que vous avez fait votre autobiographie. L'avantage de la littérature de l'imaginaire, c'est que vous pouvez parler de tas de choses. Alors que quand vous parlez que de votre vie, une fois que vous avez raconté votre vie, c'est fini, quoi. Autre intervention dans le public? Oui. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça fait 20 ans que je vous lis, alors merci. Je suis vraiment super content de vous rencontrer. Après une carrière si longue, comment on garde la niaque, l'envie de... Après quoi? Après une carrière si longue, vous avez écrit quand même pas mal de bouquins. Comment vous gardez la niaque? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fatigue romancière, intellectuelle qui s'installe où vous arrivez à... Je vois que vous avez un peu répondu à ça précédemment, mais voilà. Alors, je vais vous dire, j'ai eu la chance de vivre en esclave avant d'être libre. Du coup, j'aime ma liberté. J'étais 7 ans journaliste Nouvel Observateur et c'était tellement un endroit de non-épanouissement que dès que je suis sorti, je me suis dit « Ah, mais il existe un monde autour... » Moi, je rêvais... Je suis passionné de science. Donc, je rêvais d'être journaliste, scientifique, Nouvel Obs de gauche en plus. C'était impec. Et là, je découvre le milieu de l'entreprise qui est un endroit où, en fait, comme une plante, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air, il y a pas de... Et tout le monde, au bout d'un moment, Nouvel Observateur devenait alcoolique. Je ne sais pas si c'est comme ça encore maintenant, peut-être qu'ils ont arrêté, mais ils buvaient énormément parce qu'ils avaient un mal-être, un mal de vivre. Et c'est ces gens qui sont dans ce mal de vivre qui sont censés vous informer de ce qui est le plus intéressant. Et quand j'ai compris que j'ai failli être comme eux et être aussi malheureux qu'eux, et que j'ai fait 1 an de chômage et m'ont foutu dehors, c'était la chose la plus sympa qu'ils ont pu faire. Quand j'ai compris la chance que j'ai de vivre en dehors de ce lieu d'étouffement, je me suis dit maintenant, je vais tout faire pour rester en liberté, pour m'amuser en l'écriture. Et puis quand après j'ai rencontré les lecteurs, parce qu'il ne suffit pas d'écrire des livres, il faut aussi avoir des lecteurs. Sans lecteurs, on est un peu embêté. Je me suis dit, ok, c'est comme si j'avais gagné au loto. Maintenant, je fais rapidement un nouveau livre, et encore un nouveau livre. Et chaque fois, tant que vous êtes là, je considère que je fais la chose pour laquelle je suis le plus heureux. J'ai déjà du plaisir à écrire, c'est-à-dire que seul sur une île déserte, sans lecteur et sans éditeur, j'écris parce que c'est un besoin naturel. Donc pour répondre à votre question, comment j'ai fait pour garder la niaque, je suis conscient de la joie que c'est d'exercer le métier qui est votre passion. Et je vous souhaite à tous de trouver votre passion, de trouver votre talent et de l'exercer. Là, il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus le moment... Il y a un détecteur pour savoir si vous êtes dans votre domaine. C'est quand vous regardez votre montre en attendant que le travail soit fini pour pouvoir rentrer chez vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Quand vous comptez les jours de la semaine en attendant le week-end pour vous reposer, ça, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et quand vous comptez les mois pour attendre les vacances, c'est que ça ne va pas. Normalement, si vous avez trouvé l'endroit où vous êtes heureux, vous ne regardez pas votre montre, vous ne comptez pas les jours et vous ne comptez pas les mois. Et là, ça veut dire que vous êtes à votre place. Il y a un système très simple pour comprendre sa place, c'est la joie. Si vous avez de la joie dans votre métier, comme par exemple Baptiste a la joie de m'interviewer actuellement. Ah, je confirme. On a un petit passif, enfin voilà, c'est le cas de dire, mais dans le bon sens du terme, j'entends. C'est vrai. Si vous, dans votre métier, quand vous arrivez, vous avez envie de sourire, tiens, il y a un autre truc très simple. C'est quand vous arrivez dans votre boulot, vous avez envie d'abord d'aller faire pipi avant de travailler, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire, en gros, vous ne voulez pas affronter vos collègues, vous voulez pas affronter... Ou alors vous avez envie d'aller prendre un café à la cafette avant de démarrer. Ça, c'est pas bon. Normalement, quand vous avez trouvé la joie dans votre travail, il vous tarde d'arriver au boulot, ou
bon, moi je travaille au café, donc il me tarde d'arriver au café pour me mettre au travail. Et 2, après, je suis dans chouette, je fais le truc qui me plaît le plus. Et vous savez, le jour où il y aura 8 milliards d'êtres humains qui font ce qui leur plaît le plus et non pas le même métier que leurs parents, ou ce que l'école leur a dit qui était le truc rentable, ou ce que leur patron vous dit que vous devez faire parce que sinon on vous fout dehors, le jour où on ne sera plus dans ce système-là, c'est pas pour tout de suite, hein. À ce moment-là, il y aura 8 milliards de gens bien dans leur peau et ils n'auront pas du tout envie de faire la guerre, de consommer à outrance, ils n'auront plus du tout envie de vivre à côté de leur existence. Et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes livres, c'est trouver votre propre mode d'emploi, comprenez qui vous êtes, et à partir de là, tout devient simple. Merci beaucoup Bernard Werber pour ce moment passé en votre compagnie. La valse des âmes, c'est donc notre dernier roman publié toujours de manière fidèle aux éditions Albin Michel. On va pouvoir vous retrouver sur votre stand. Voilà, vous allez pouvoir le dédicacer. Merci à vous encore. Je vous retrouve, ceux qui veulent le livre, je vous retrouve sur le stand. Je crois qu'il reste une 50aine de bouquins. Donc je peux vous retrouver tout à l'heure. Et merci à toi Baptiste. Et puis amitié à tous les spectateurs de Corrèze Télévision. Voilà. Passez une très bonne fin de journée. La chaîne YouTube de Corrèze Télévision. Il a été enregistré et donc vous pouvez le revoir à volonté.